Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Merci Philippe de nous faire l'honneur de cette présentation ce jour sur un thème ô combien d'actualité, les cybermenaces, mais c'est surtout la cybersécurité avant tout et surtout, au cœur de l'ensemble de nos activités, tous secteurs, j'aurais envie de dire aussi également dans nos vies, même personnelles. Donc un sujet en effet d'intérêt pour nous toutes et tous. À nos très chers auditeurs qui sont connectés, merci de votre présence. N'hésitez pas à intervenir par écrit au travers du chat ou de l'espace également questions. Je serai votre porte-voix pour justement passer vos messages, vos questions et auxquelles justement Philippe pourra répondre. C'est un vrai plaisir en tout cas de vous recevoir Philippe, un ancien de l'IFG. Pour ma part, donc, je suis Émilie Bourrel, secrétaire générale d'IFG et donc encore une fois, je porterai votre voix. Pour ce qui est des éléments de connexion, dans le cas où certains auraient des problèmes de son, privilégiez Chrome et n'hésitez surtout pas à rafraîchir votre page si vous avez donc des problèmes de son. Et dernier élément, pas de panique puisqu'en effet, l'échange est également enregistré. Vous vous êtes inscrit, donc il vous sera en effet renvoyé, enregistré par le biais de vos adresses mail et vous le recevrez automatiquement d'ailleurs que vous ayez été présent ou non. Merci encore à toutes et à tous. Philippe, je vous laisse la parole sur ce sujet et encore une fois me permettrai de porter la voix de nos auditeurs. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette masterclass autour de la cybersécurité. On va essayer de balayer le terrain de façon assez large pour vous donner quelques éléments et vous aider et essayer d'adresser les questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions en live, que cette masterclass soit interactive. Alors, en quelques mots pour me présenter, ma légitimité, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans la cybersécurité, et plus principalement dans tout ce qui touche au domaine de l'authentification. J'étais directeur software engineering pour une société qui proposait des solutions d'authentification, principalement sur téléphone portable pour remplacer les mots de passe et puis sécuriser les transactions bancaires, dérisquer également ces transactions. Et donc, j'étais j'étais salarié d'un des plus grands acteurs de ce monde-là. C'était il y a quelques années. Et puis, aujourd'hui, je suis consultant. J'accompagne les dirigeants dans leur réflexion stratégique et puis dans leur digitalisation avec un volet cyber, bien évidemment, et un volet intelligence artificielle également, puisque je suis également animateur de la fresque de l'IA pour aider les dirigeants à identifier des cas d'usage prioritaires et les aider à intégrer l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, on va essayer de faire le lien avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde a un micro? Parce qu'on va commencer directement par un petit quiz. Vous voyez bien mon écran? Tout le monde voit bien mon écran? C'est bon? Pour l'instant, aucun message, mais a priori, je pense que moi, je vois très bien l'écran. Donc, Parfait. encore une fois, je ne suis pas sûre que parfait, Laurent réagit et il a bien accès à l'écran. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que nos éditeurs aient accès au micro. Néanmoins, encore une fois, je porterai vos voix s'il y avait quoi que ce soit. Pas de souci. Moi, j'ai mis le chat d'un côté. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, voilà le programme. On va commencer par essayer de planter le décor et voir dans quel contexte on se situe aujourd'hui en 2025. Faire un tour rapide des menaces actuelles. Un élément assez important qui, j'espère, vous apportera des réponses et des solutions, c'est la cyberhygiène. On va parler de cyber-résilience également, et puis quelques fondamentaux de la défense. Et on ouvrira, pour conclure, sur les différentes menaces à venir. Vous allez voir, on va parler d'intelligence artificielle, d'ordinateurs quantiques et de tous ces éléments sur lesquels j'imagine vous avez tous pas mal de questions. Euh, pour commencer, on va commencer par quelques chiffres. Et je vais commencer par vous poser quelques questions pour savoir à peu près où est-ce que vous vous situez. Et j'aurais aimé savoir, selon vous, quel est le type d'attaque cyber
qui aujourd'hui est le plus important aujourd'hui dans le monde actuel? Est-ce que vous avez une idée? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. Je vous laisse quelques secondes dans le chat. S'il n'y a pas trop d'interaction, on va avancer. Mais en termes d'occurrence, c'est ça? Ou en termes de méfaits, En termes euh, d'occurrence, est-ce que ce serait pas le phishing? c'est absolument, c'est le phishing. Le phishing, c'est 60% des attaques cyber aujourd'hui Hmm, qui sont concernées par le phishing. Le d'accord. coût moyen d'une cyberattaque, alors d'une façon générale pour les entreprises, ce coût moyen, il se situe autour de 60 000 euros. Alors ce chiffre, il est dilué. Si on parle d'une PME, on est plus autour de la centaine de milliers d'euros. Pour une ETI, on est plus autour de la dizaine de millions d'euros. Et pour un gros groupe, on est plutôt autour de la centaine de millions d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même assez important. Le coût de la cybercriminalité en France, et c'est une étude qui a été menée en 2024, s'élève à 100 milliards d'euros. Alors ce coût, c'est les coûts totaux, c'est les conséquences pour essayer de remédier à une cyberattaque, c'est également tout ce qui concerne les effets de bord qu'une cyberattaque pourrait envisager. C'est un coût qui est assez important et vous allez voir, on va regarder également le chiffre au niveau mondial, c'est assez effrayant. Le nombre de cyberattaques. Laurent, pardon, je me permets Ah, le ransomware, ouais. voilà, cite également le ransomware, ouais. Ouais, on va en parler, Laurent, du ransomware. C'est en effet, on va dire, sur le podium. Mais le phishing, qui est plus un vecteur qu'une attaque, remporte quand même la palme à ce niveau-là. Mais le ransomware fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Vous allez voir, on a pas mal d'exemples autour de ça. Merci, Laurent. N'hésitez pas. Je reviens sur le nombre de cyberattaques qui ont été réussies sur les entreprises, sur une étude qui date un petit peu, mais on n'est pas loin de 400 000 cyberattaques réussies sur une année. Réussies, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées à leur fin. Les entreprises les plus ciblées, selon vous, oui, en effet, je confirme, me dit Laurent. Euh, les entreprises les plus ciblées, selon vous, par les cyberattaques, est-ce qu'on parle de la toute petite entreprise, de la PME, de l'entreprise de taille intermédiaire ou plutôt de la grande entreprise? Quelles sont les entreprises les plus ciblées selon vous? Est-ce que vous avez une idée? Ah, je vois que c'est en train de taper. Moi, Les banques. Alors, la question, c'était plus sur la taille de l'entreprise. Les banques, c'est des acteurs privilégiés. Je vois que vous êtes de Belfius, Laurent. C'était un de mes anciens clients, hein. Je travaillais avec Belfius, c'était dans 2010. Et je confirme, c'était la plupart. et il confirme. Moi, j'aurais dit plutôt de taille moyenne parce que je me dis que les grandes entreprises, elles sont super bien outillées Absolument. et que les plus petites, il n'y a pas grand-chose à gratter. Et donc, je me dis que c'est entre les PME et les ET. Ah ben voilà. Vous avez tout à fait raison, Émilie. En fait, sur 2024, presque 2 tiers des PME ont eu au moins un incident cyber. Ça ne veut pas dire que ça aboutit, mais en tout cas, plus de la moitié des attaques cyber visaient des PME. C'était en 2024. Et sur 3 ans, on a vu une augmentation de 50% des attaques cyber sur ces petites et moyennes entreprises. Donc, ce qui est quand même D'accord. assez important. On va voir la raison pour laquelle les hackers ciblent les PME plus que les grands groupes. Mais en ont-ils conscience, les dirigeants de PME? Parce que c'est vrai que. C'est aussi un sujet qu'on va aborder. Alors, normalement, aujourd'hui, au bout d'une heure, vous allez être sensibilisé, mais selon vous, quel est le pourcentage de Français qui n'ont jamais été sensibilisés à tout ce qui touche à la cybersécurité? Un ordre d'idée? Hmm. Laurent, je fais l'appel. Ouais, Voilà, on est supérieur à 50. absolument, Laurent. Au-dessus de 50%, on est à presque 2 tiers des Français qui n'ont jamais été sensibilisés sur la cyber, malgré les efforts des banques, hein. Si vous vous connectez à votre application bancaire, en général, il y a toujours un petit message pour essayer de vous rappeler de rester vigilant et de ne pas donner votre numéro de carte, etc. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là, au niveau du territoire national. Et le dernier chiffre que je voudrais vous partager, c'est, à votre avis, quel est le pourcentage d'hôpitaux qui a été visé par une attaque cyber récemment, plus ou moins récemment? Hmm. Ouais. J'ai peur de dire des âneries, moi, mais
Parce qu'il y 1 en a sur quand même pas 5, 1 mal. sur 10, 1 sur 20? Oh bah, je dirais au moins la moitié, non? Ah, on n'est pas dans ce chiffre-là, on est sur Non, 10 1 sur des 5. hôpitaux français qui ont été ciblés par une attaque cyber et c'est pareil, c'est un Ah, exemple qu'on d'accord. va reprendre un petit peu plus tard. Mmh. Mmh. Voilà, tous ces chiffres pour essayer de vous planter un petit peu le décor et puis on va faire un petit peu d'histoire, hein, et on va regarder ce paysage, de la transformation numérique. Alors, les années 2000, c'était la naissance de l'ordinateur individuel, les premiers portables, internet qui arrivait, notre ami Google qui commençait à prendre de marché, les téléphones, Nokia, BlackBerry avec, un certain nombre d'informations qui commençaient à transiter sur internet. Dans les années 2010, l'évolution, des machines ont fait que c'était de plus en plus facile d'interagir. On a vu la naissance des smartphones, des tablettes et c'était l'arrivée du cloud, c'est-à-dire du service, dans le cloud pour pouvoir, gérer ces données, autrement que, chez soi ou, dans son entreprise. Dans les années 2020, le Covid nous a amené à développer tout ce qui était, outils, de visioconférence et à développer, formidablement ce besoin, en matière de services, dans le cloud notamment. Et beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à devoir se digitaliser pour pouvoir, continuer leur activité, pendant la période de pandémie. La tendance pour les années 2030 et à venir, c'est de plus en plus de nomadisme, donc des collaborateurs qui sont éparpillés sur la planète, l'intelligence artificielle et tous ces objets connectés qui vont atteindre la prévision, on est plus de l'ordre de dizaines de milliards d'objets connectés sur la planète à courte échéance. Et tout cela va créer énormément d'interactions, énormément de données qui vont transiter sur Internet. Et c'est cet ensemble de données que l'on appelle le cyberespace. Donc, quelques chiffres par rapport au coût annuel de la cybercriminalité. Ici, on est en milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du montant que ça représente, mais ça explique la raison pour laquelle il y a autant d'appétence de la part des cyberhackers pour pouvoir aller chercher un petit peu de clients potentiels dans ce domaine-là. Quelque chose qui peut être assez intéressant si vous êtes amené à regarder ce qui se passe en temps réel, un site, vous avez le lien ici. Alors peut-être que je peux vous montrer ce qui se passe si je vous partage, voilà, mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, c'est le site de Kaspersky qui montre justement en temps réel comment est-ce que les cyberattaques agissent en temps réel. Donc là, on peut se balader sur la planète et tout ce que vous voyez qui est en train d'être actif, ce sont les cyberattaques qui sont menées en temps réel. Hein. Donc, c'est assez effrayant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'activité qu'il y a au niveau de la planète. Voilà, je vous laisserai aller jeter un œil là-dessus. Et puis, on voit que la France, ici, est un des 15 pays les plus attaqués à ce jour, à cette heure-là. Quand moi, j'avais pris le snapshot, on était position 9. Mais cette carte est assez effrayante et montre justement cette interaction forte qu'il y a en termes de cyberattaque. Alors, quels sont les enjeux pour les entreprises à ce jour? Alors, comme je vous l'ai expliqué, on a cette surface d'attaque qui se développe de façon exponentielle, hein, avec tous ces objets connectés, plus 13 milliards d'objets connectés sur la planète, avec de plus en plus d'interactions et de plus en plus de données qui se promènent sur Internet, plus ou moins sécurité. Nous avons vu qu'il y avait un retard au niveau des très petites entreprises par rapport aux grandes entreprises qui, elles, sont déjà bien équipées et bien sécurisées. Tout cela Mmh. nous amène à mettre en avant le fait que la raison pour laquelle les petites et moyennes entreprises sont des cibles d'intérêt et des cibles privilégiées. Pour la bonne et simple raison qu'une TPME, une PME est souvent en relation avec un gros groupe, puisque c'est soit un fournisseur, soit un client. Et donc, cette interaction et ce cyberespace et ce cyberbruit fait que nous sommes tous exposés. Ce n'est pas parce que Airbus est extrêmement bien protégé. Si le fournisseur d'Airbus n'est pas bien protégé, potentiellement, ça crée des menaces et ça crée une interaction qui peut avoir des conséquences fortes pour un grand groupe, même très bien protégé. Donc, ce cyberespace, ce cyberbruit, et l'idée, c'est de vous faire bien comprendre que
nous sommes tous concernés par cette émancipation et cette utilisation extrêmement prégnante de tout ce matériel mis à notre disposition. Alors, on va faire un petit peu d'histoire et puis vous montrer quelques attaques qui ont été tristement célèbres par le passé. Je commence par une attaque en 2017. Et Laurent, vous aviez raison, le ransomware qui s'appelait WannaCry à l'époque, qui a touché plus de 200 000 ordinateurs, 150 pays, a coûté presque 4 milliards de dollars aux différentes entreprises victimes de ce premier ransomware tristement célèbre. Une autre attaque un petit peu plus récente dans les années 2020, c'était la société SolarWinds qui est cette attaque Sunburst sur SolarWinds, une des attaques les plus sophistiquées de l'histoire récente, qui marque un tournant dans une prise de conscience liée sur la chaîne d'approvisionnement logiciel, puisque SolarWinds est une entreprise américaine spécialisée dans la gestion de logiciels informatiques qui est utilisée par des organisations publiques et privées. Et ce groupe a été victime d'une attaque. C'était un exploit qui a exploité une faille de sécurité et qui a mis à mal plus de 18 000 clients, 8 000 entreprises. Et le montant exact n'a pas été communiqué, mais il se chiffrait en milliards de dollars. 2021, un autre type d'attaque sur un autre acteur. Il s'agit de Colonial Pipeline. Donc, c'est une entreprise, encore une fois américaine, qui s'occupe de véhiculer tout ce qui est gaz, pétrole sur la côte ouest américaine, 9000 kilomètres de pipeline, qui était victime elle aussi d'un ransomware, qui l'a forcé à suspendre son activité, et ça a entraîné des pertes considérables, un vent de panique aux États-Unis, la montée du carburant et une activité qui était bloquée pendant plusieurs jours. Avec des conséquences lourdes et plusieurs. Alors, Colonial Pipeline a payé les 4 millions de rançon. Ça leur a coûté bien plus cher pour rétablir l'activité et essayer de remédier à tout cela. En 2023, Philippe, oui. je me permets de vous interrompre, mais me vient aussi en tête Oui. quelque chose qui avait fait la une des journaux, alors je ne sais plus en quelle année, où vous savez, des sociétés d'assurance se sont fait voler des données, et ça j'imagine que c'est Ouais, aussi de la cyberattaque. ouais. Et là, on est d'accord que finalement l'incidence, elle est même pas tant en ce que va payer l'entreprise, en le risque que ça génère ensuite pour des gens comme nous tous, qui ensuite peuvent être ensuite les victimes même de phishing ou de ce que l'on veut pour pouvoir payer ou autre. On est d'accord que ça aussi, Absolument. c'est quelque chose qui est courant, non? Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce partage de données? Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pris en compte. Parce que Alors, on n'a jamais su la suite de ces choses. on va voir ça. On va voir ça un petit Mmh. peu plus tard, Émilie. Un peu de patience. Tout à fait. Là, je vous donne quelques cas pour vous donner l'ampleur des dégâts que peut causer une cyberattaque. Mais en effet, le vol de données en fait partie. Vous allez voir, il y a quelques exemples que je vais donner un petit peu plus tard sur ce vol de données, notamment au niveau de France Travail et au niveau de différents grands acteurs autres que France Travail. Euh, je reviens sur mes exemples et j'adresserai votre question juste après. Donc, on a un autre exploit qui était en 2023 sur la société Movit, qui, elle, s'est vue exploiter une faille critique dans ses logiciels qui est focus sur le transfert de données, avec plus de 3000 entreprises et presque 100 millions de personnes touchées, 16 milliards de dollars évalués sur le coût de cette attaque. Plus récemment, quelque chose d'un petit peu plus évolué, et c'est un exemple sur lequel que je développerai un petit peu plus tard, c'est cette arnaque au président qui a coûté la maudite somme de 26 millions de dollars suite à un deepfake basé sur l'IA, à une société basée sur Hong Kong. Et puis, une autre attaque, celle-là qui est très récente, qui date du mois dernier, Collins Aerospace, qui a vu le trafic aérien de la Belgique, Laurent, suspendu pendant quelques jours. 80 vols qui ont été annulés, donc la Belgique a été touchée, Berlin, Dublin, Heathrow aussi, tout simplement parce que Collins Aerospace, qui est une société qui s'occupe de l'enregistrement des bagages, a été victime, elle aussi, d'un ransomware.
Donc voilà un échantillon non représentatif des différentes cyberattaques au cours du temps. Tout ça pour vous faire prendre conscience du volume et du montant que ça représente et des conséquences que nous allons développer plus tard, que cela peut avoir sur la notoriété, sur la confidentialité des données et sur également l'activité des entreprises. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de prendre conscience et de prendre des mesures. Ce qui est important, c'est que dans les TPE et dans les PME, cette prise de conscience est parfois trop lente. Trop lente pour 3 facteurs principaux. La première, c'est une méconnaissance de ce cyber-risque et j'espère que vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Le fait qu'on a tendance à sous-estimer les dangers. Pourtant, vous allez le voir avec les éléments qu'on va développer, cette prise de conscience, elle est extrêmement importante et elle va nécessiter un ajustement des comportements humains. Prendre vraiment en considération avec le plus grand sérieux tout ce risque cyber. On a tendance, et c'est le deuxième facteur, à penser qu'il n'y a pas de solution adaptée clé en main. C'est une discussion qu'on avait avec Émilie en ouverture, mais il y a pas mal d'indépendants ou d'organismes publics ou privés qui proposent des missions de conseil ou des campagnes de sensibilisation, BPI France en fait énormément, de formation ou de diagnostic qui sont parfaitement adaptés aux besoins de tout un chacun. Et le dernier point, le dernier facteur, c'est qu'on a toujours tendance à se dire, oula, je vais me faire un audit de cybersécurité, ça va me coûter extrêmement cher, les solutions à mettre en place vont être extrêmement complexes, ce n'est pas pour moi. Faux. Et vous allez le voir, on va parler des 6 règles de cyberhygiène, des bonnes pratiques qui coûtent très peu cher à être mises en place et qui peuvent être assez performantes en termes de retour sur investissement. Ce que vous devez comprendre, c'est que la cybersécurité a avant tout pour mission de préserver la valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, c'est la valeur financière, d'une part, on l'a vu, parce qu'il y a une perte de chiffre d'affaires qui est considérable, mais pas que. C'est des coûts directs, puisqu'on a une perte au niveau de la production, de la productivité, c'est la remédiation, c'est des coûts indirects, parce qu'il faut compenser les clients si derrière on ne peut pas servir le besoin qui a été proposé et tous ces coûts cachés, notamment au niveau de la notoriété et au niveau de la perception, que ce soit au niveau des clients ou des fournisseurs. Il y a également cette valeur réputationnelle. Cette notoriété, elle est extrêmement importante, que ce soit l'image de marque ou la confiance que l'on a vis-à-vis de nos clients ou de nos fournisseurs. L'autre point qui est assez important de noter, c'est qu'à partir du moment où on s'est fait attaquer une fois, on est référencé comme une cible potentielle intéressante pour les hackers. D'où l'importance de préserver cette valeur réputationnelle. La troisième valeur, c'est cette valeur intangible. Si on se fait voler des données, comme vous le disiez, Émilie, quelque part, on perd cet avantage concurrentiel qui est le nôtre. On peut se voir être démunis de certaines propriétés intellectuelles ou des projets qui sont encore en cours de développement qu'on avait pour idée de mettre sur le marché récemment. Donc cette valeur intangible, elle est réelle. Et la dernière, c'est la valeur humaine. Une cyberattaque, c'est un choc, c'est un stress pour le dirigeant, tout comme pour les collaborateurs. Ça a des conséquences lourdes, potentiellement le chômage technique, voire le licenciement ou l'arrêt total de l'activité. Donc, ce sont ces 4 axes-là qu'il faut garder en tête pour essayer de considérer tout ce qui est cybersécurité avec un point d'attention tout particulier. Donc, la cybersécurité, c'est plus quelque chose à voir comme vecteur de création de valeur. Création de valeur, non seulement en interne, c'est une opportunité pour une entreprise d'identifier des points de développement de façon à améliorer sa façon de fonctionner, de moderniser ou réorganiser la façon dont elle traite ses données, dont elle organise son infrastructure, repenser ses systèmes d'information, mais c'est également une opportunité en externe parce qu'une société qui sera bien vue et bien sécurisée aura accès à des plus gros clients. Je vous donnais le cas d'Airbus qui va favoriser une TPE ou une PME qui sera bien protégée. Et croyez-moi sur parole, j'ai répondu à un questionnaire pour un fournisseur de Airbus qui était long avec plusieurs dizaines et voire même centaines de questions autour de ce sujet-là. Ils sont très vigilants par rapport à ça. Et donc, pour pouvoir accéder à ces gros clients, il faut montrer patte blanche, si je peux me permettre l'expression.
transaction. C'est aussi l'opportunité d'avoir des financements, puisqu'aujourd'hui, des banques exigent un certain niveau de maturité en termes de cybersécurité pour pouvoir donner des financements. Et puis, c'est également ce que les clients attendent. On parlait d'une banque tout à l'heure avec Laurent. Clairement, si un fournisseur d'une banque n'est pas bien protégé, ça va être plus compliqué pour lui d'accéder à ce marché-là. Alors, on va faire le tour des menaces, des différentes menaces. Je jette un œil sur l'heure, on a encore un petit peu de temps. Je vais essayer d'accélérer parce que là, on va manger tout le temps. On va rapidement On veut passer, des solutions, on veut des solutions. on va rapidement passer les cyberattaques types. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les solutions, Émilie, elles viennent surtout autour du facteur humain, puisque d'une façon générale, D'accord. les cyberattaques sont principalement liées au facteur humain et tout ce qui est lié à l'ingénierie sociale. Toutes les informations qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, que ce soit pro avec LinkedIn ou perso, Facebook ou Instagram, sont autant d'éléments qu'on va donner aux hackers pour leur permettre de développer la meilleure des attaques qui les concernent. Donc, assez rapidement, on va parler de ce ransomware qui, aujourd'hui, est celle qui est la plus fructifiante en termes de... Merci, merci Émilie. Euh, Il n'est pas seul. alors, un ransomware, c'est ni plus ni moins qu'un malware, donc un logiciel qui va s'installer sur votre machine et qui va encrypter vos données. La plupart du temps, on va vous demander une rançon pour pouvoir décrypter les données et vous rendre l'accès à ces données. Ce qui est conseillé, c'est de ne pas payer pour la bonne et simple raison que si on commence à payer une fois, d'une part, on ne sait pas si on va retrouver ces données, et d'autre part, on va être catalogué comme étant payeur, et donc ça va intéresser les cyber hackers sur votre société. Comment est-ce qu'elle arrive sur ransomware? Soit par une intrusion parce qu'il y a une faille au niveau du système d'exploitation qui permet aux hackers de rentrer dans votre système d'information et d'accéder à vos données, avec des conséquences financières lourdes, on l'a vu, soit la perte de données, voire dans le pire des cas, comme on l'a vu avec Colonial Pipeline, des arrêts au niveau opérationnel. Philippe, Oui. une question pour toi, c'est que ça m'arrive. Je repense d'ailleurs, je peux citer leur nom parce que je sais que ça avait été public, mais la société Afnor, par exemple, a été Ouais, victime de cela il y a quelques années en arrière, puisque ouais, voilà, on a travaillé. Mais finalement, si moi, je ne me suis pas prémunie, donc je n'ai pas prémuni mon entreprise à la base et je n'ai aucun prestataire pour m'aider sur de la cybersécurité, ouais. ça m'arrive. Je fais quoi? Parce que si, Alors, ok, je sais qu'il ne faut pas payer, mais je dois me tourner vers un prestat, il sera ok pour m'aider? Comment? Alors, il y a le gouvernement français qui met à disposition un site internet et je vous donne les D'accord, références un petit peu après, on va en parler. Et puis après, la cyberhygiène pourrait vous permettre justement d'anticiper et de prévoir tout ça. C'est le plan d'action et de d'accord. prévoyance qu'on va voir dans les slides d'après. Ok. Un petit peu de patience. Un petit exemple, ce ransomware, on parlait des hôpitaux français, c'est ce qui s'est passé donc, sur plusieurs hôpitaux français. Ça a coûté plusieurs millions d'euros avec des perturbations de soins, des coûts financiers et des fuites de données, hein, numéro de sécurité sociale, adresse, et puis des opérations qui ont dû être reprogrammées. Donc une trentaine d'hôpitaux français sur 3-4 ans ont été touchés et ça continue. Donc ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres. L'intrusion, c'est une attaque qui permet à un individu de rentrer à l'intérieur de votre organisation. Comment ça arrive? Soit par une une clé USB qu'on aurait branchée sur un ordinateur, soit on se connecte à un réseau Wi-Fi qui nous semble être sécurisé, qui ne l'est pas en fait, soit une personne qui prend accès à une machine qui traîne. Des fournisseurs, comme je vous le disais, qui ont accès à votre système d'information parce que le lien a été fait. Les conséquences sont lourdes puisqu'on perd des données confidentielles. Des fois, on perd accès à nos données. Et puis surtout, il y a une perte de confiance, que ce soit au niveau des clients ou des fournisseurs, qui s'établit, qui est difficile de récupérer par la suite. Un exemple d'intrusion, c'est ce qui s'est passé pour la société Snowflake, qui a été victime d'un vol d'identifiants et de clients. Ça a touché un grand nombre de clients de cette société américaine.
avec des effets cascades non négligeables, puisque plus de 560 millions ont été clients de Live Nation, une société qui édite des tickets pour le spectacle, ont été volés. Au niveau de AT&T, exactement pareil. Et au niveau de Santander Bank, c'était tout ce qui était information liée aux clients et aux employés de cette banque. Et tout cela à cause de cette intrusion dont a été victime Snowflake dans les années 2024. Le piratage de compte, c'est la prise de contrôle par un individu malveillant, bien évidemment, au détriment de son propriétaire. Ça peut arriver sur des sites miroirs, ce qu'on appelle une attaque Man in the Middle Attack, le MITMA, qui consiste à mettre en place un site internet qui vous semble être le bon site internet, sur lequel on vous encourage à mettre vos noms d'utilisateurs et mots de passe, et en fait vous vous connectez sur un autre compte, et on récupère vos identifiants. Ça peut être aussi via des keyloggers, donc c'est des petits robots qui écoutent tout ce que vous tapez sur votre ordinateur. Si d'aventure vous avez un seul mot de passe pour tous vos comptes, vous vous retrouvez ne plus être propriétaire de votre compte. Ça arrive assez souvent sur les Facebook et autres réseaux sociaux. Donc là, c'est du spoofing, c'est-à-dire on va usurper votre identité, on va se faire passer pour vous, et puis on va commencer à envoyer des messages en votre nom, et puis potentiellement avoir accès à vos comptes bancaires et pouvoir faire des transferts en votre nom et place. C'est ce qui est arrivé à un éditeur, LastPass, qui est un coffre-fort numérique. C'était en 2023. Alors, un coffre-fort numérique, c'est quoi? C'est on va dire, c'est un endroit dans lequel on va stocker tous ces mots de passe, et ces mots de passe sont enregistrés avec un mot de passe maître qui se veut être très fort. Et là, en l'occurrence, certains mots de passe maître n'étaient pas suffisamment forts, et donc il y a eu une attaque de force brute, c'est-à-dire qu'on a essayé toutes les combinaisons possibles, et puis on a réussi à avoir accès au coffre-fort de certains clients, et donc réussir à avoir tous ces mots de passe. Pour vous donner un ordre d'idée, un mot de passe, la force d'un mot de passe, c'est sa complexité, c'est sa longueur. Ici, je vous ai mis ce que ça représentait si je mets un mot de passe qui fait 6 caractères de long avec un ordinateur classique type MacBook Pro. En moins de 2 heures, je peux tester toutes les combinaisons possibles et donc récupérer le mot de passe qui fonctionne. Dès qu'on commence à augmenter la longueur d'un mot de passe, si on passe à 8 ou 10 caractères, ça devient beaucoup plus compliqué si on a un ordinateur classique. Bien évidemment, à partir du moment où on a des machines suffisamment puissantes, c'est une autre affaire. L'usurpation d'identité, c'est également ce qui se passe quand vous recevez un coup de téléphone de soi-disant un conseiller bancaire qui vous informe que votre compte bancaire a été piraté. C'est les fameux sites miroirs. Tout ça, ça donne lieu à l'usurpation d'identité pour pouvoir vous récupérer vos informations personnelles, et donc soit changer vos informations bancaires si vous êtes un fournisseur ou un distributeur, et obtenir des factures qui ne sont pas celles que vous avez émises. C'est ce qui s'est passé pour France Travail, donc, comme on le disait, en 2024, avec une attaque, j'essaie d'accélérer, mais avec une attaque qui a vu des fausses requêtes qui ont été extraites, qui ont permis d'extraire plus d'une vingtaine d'années avec des noms et des numéros de sécurité sociale pour plus de 40 millions de personnes au niveau de France Travail. Le phishing, donc c'est un vecteur plus qu'une attaque. Finalement, le phishing, c'est quoi? C'est vous recevez un petit mail, mine de rien, avec une information, une pièce jointe, un lien sur lequel on vous incite à cliquer, voire un SMS. Vous avez certainement reçu tous ce SMS qui vous dit vous avez une amende, il faut cliquer ici pour payer. Ou le vishing, donc là c'est un voice, c'est un appel téléphonique pour essayer justement de vous inciter à faire une action contre votre gré. Ça donne lieu à toutes les attaques qu'on vient de voir jusqu'à présent.
Et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe récemment et de plus en plus souvent avec ce phishing et cette campagne qui a été menée auprès des clients bancaires, hein, qui j'ai encore été témoin de ça, c'était la semaine dernière avec une personne âgée qui s'est retrouvée être au téléphone avec soi-disant son conseiller bancaire et qui a envoyé un coursier pour récupérer sa carte bancaire et qui s'est retrouvée dans une situation fort désagréable. Donc, faux mail, faux SMS, faux appels, faux conseiller bancaire. BNP Paribas a été condamné à rembourser un client à hauteur de 53 000 € qui était victime de cette attaque. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus d'1,5 million de ménages français qui ont été escroqués en 2024 avec un coût moyen de 1 200 €, ce qui fait un coût total, si on fait la multiplication, de presque 2 milliards d'euros pour tout ce qui est smishing, phishing et smishing. Le déni de service, très rapidement, et on va passer à autre chose, consiste à faire tomber un serveur en le submergeant de requêtes. Donc là, c'est un hacker qui pilote plusieurs machines, qui elles-mêmes pilotent d'autres machines et qui vont submerger un site web pour le faire tomber et celui-ci n'est plus à même de répondre à la demande. Et donc, les conséquences, alors les cibles sont privilégiées, sont les banques, Laurent, le e-commerce ou le gaming. Et en général, on se retrouve avec une erreur de connexion et le site n'est plus disponible. Et de fait, le client s'oriente vers d'autres acteurs. Voilà, un exemple assez intéressant, c'est ce qui s'est passé en 2024 sur plusieurs sites français, notamment le service public, la police nationale, en réponse à son soutien pour la guerre de l'Ukraine. C'était soi-disant un organisme russe qui s'est targué de cette attaque, qui a attaqué donc 14 sites français avec une attaque forte qui a rendu indisponibles tous ces services publics pendant plusieurs jours. Alors, le virement, celui-là, il est assez intéressant et c'est une tendance qui va aller croissante. C'est la fraude au président, c'est-à-dire faire un deepfake qui va permettre de se faire passer pour un CFO, un CIO et inciter sous une pression forte une action sur les personnes qui sont à même de donner cette action. Donc là, des conséquences financières, opérationnelles, juridiques, puisqu'il y a une perte de confiance. Et c'est l'exemple que je vous avais donné sur ce fameux deepfake sur cette société à Hong Kong. Alors, quelque chose qui a été parfaitement mené, une écoute sur les réseaux sociaux, d'où l'importance de faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux pour analyser le trajet du président de cette société, essayer d'isoler son responsable financier, et puis tout un travail qui a été fait pour mener une visioconférence en temps réel avec une sorte de skin qui faisait penser qu'on était en face du président de l'entreprise et le directeur financier a été sous pression, amené à faire ce fameux virement de 26 millions de dollars en direct. Alors, cette attaque, c'était, on va dire, une attaque assez exceptionnelle en 2024, mais on le voit maintenant avec Sora, avec VO3, c'est de plus en plus facile de se faire passer et de simuler ce genre de choses en temps réel. Donc, vous l'avez bien compris, les principales failles techniques, ce sont non seulement les failles au niveau des données, c'est tout ce qui touche aux sites qui sont mal construits, hein, tout ce qui va permettre de faire de l'injection SQL pour pouvoir accéder à des données ou exploiter une faille de sécurité. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site OWSAP qui met à jour tous les 3 ans les failles les plus critiques. Alors, celles que je vous affiche à l'écran, ce sont celles qui concernent tout ce qui touche au web et vous avez le même pour tout ce qui touche aux applications mobiles puisque les applications mobiles sont également très prisées des cyberhackers. C'est mis à jour tous les 4 ans. Alors, le point le plus intéressant, si vous voulez sortir de là avec quelque chose, c'est celui-là. On va parler de cyberhygiène. La cyberhygiène, c'est quoi? Ce sont des règles simples, 6 règles simples que je vais vous détailler, qui vont vous permettre justement, en les adoptant, de vous prémunir de une grande partie des attaques dont on va être victime.
La première d'entre elles va consister à sensibiliser, former, éduquer vos collaborateurs. C'est-à-dire, il va s'agir de mener des opérations de sensibilisation de façon à acculturer, à former les collaborateurs. Essayer de mettre en place une sorte de code de bonne conduite, de façon à ce que les collaborateurs se sentent équipés pour faire face à ce genre d'attaque. Ce qu'il est recommandé, c'est essayer d'avoir un cyber-référent, quelqu'un vers qui les collaborateurs vont pouvoir se tourner s'ils ont des questions, s'ils ont des doutes. Et le cas échéant, quand ils mènent une bonne action, il va s'agir de bien les valoriser et de les mettre en avant sur le fait qu'ils ont bien agi face à une attaque dont ils ont été victimes. La deuxième règle, vous m'arrêtez si vous avez des questions, Émilie, n'hésitez pas. J'ai une question qui me venait un peu tordue, Oui. mais est-ce qu'on a eu le cas d'entreprises qui auraient recruté des hackers? Alors pas des hackers devenus gentils, mais des hackers qui se sont fait recruter pour des actes de malveillance. Alors, le gouvernement chinois est friand de ce genre d'action. Vous l'avez vu, Oui, les Russes aussi font partie oui, du lot pour essayer de malmener les autres États. Les Corées du Nord également. C'est plus au niveau gouvernement ou au niveau des d'accord. territoires. Mmh. Mais en général, ils sont assez discrets sur le sujet. La deuxième règle consiste à bien gérer les mots de passe. Un mot de passe, il est 12 fort. caractères, j'ai noté. C'est ça. À partir du moment où il est suffisamment long et suffisamment complexe, ce mot de passe, il est individuel. C'est-à-dire qu'on va utiliser un seul et même un seul mot de passe pour se connecter à un site et on va essayer de le changer en fonction de ce lien. On va éviter de le partager avec l'ensemble de l'entreprise et puis on va essayer de l'utiliser de façon, on va créer un mot de passe qui va être différent selon l'usage qu'on va en faire. D'une façon générale, ça va faire beaucoup de mots de passe à gérer. Donc, ce qui est bon d'utiliser, c'est ces fameux coffres-forts numériques. En considérant et en vous souvenant de ce que je vous ai dit, le mot de passe maître qui ouvre la porte du coffre-fort numérique doit être suffisamment long, complexe. On va préférer une phrase plutôt qu'un mot de passe dont on va se souvenir assez facilement pour pouvoir libérer les différents mots de passe. Il y a plein d'outils sur le marché qui existent. Et puis, le dernier point sur ce mot de passe, il est conseillé de le changer régulièrement. Régulièrement, c'est quoi? C'est tous les 3 mois, parce qu'on est régulièrement, nos mots de passe sont régulièrement testés et hackés. Et normalement, c'est une information qui vous est remontée quand votre mot de passe a été utilisé. La troisième règle consiste à bien mettre à jour tous les logiciels et tout ce que vous avez autour de vous, que ce soit votre ordinateur, votre téléphone portable, vos applications mobiles ou vos applications sur vos logiciels. D'une façon générale, ce qui est conseillé, c'est de laisser la mise à jour automatique active, que ce soit sur vos ordinateurs ou sur vos téléphones. Si vous avez des antivirus, essayez d'avoir des antivirus qui soient différents sur la partie client, ordinateur de vos collaborateurs, et serveur, pour la bonne et simple raison que les menaces et les attaques sont différentes selon sur quel point de vue on se place. On va privilégier 2 éditeurs d'antivirus différents qu'on va bien évidemment mettre à jour régulièrement parce que les attaques arrivent tous les jours et donc ces éditeurs d'antivirus ont tendance à les mettre à jour régulièrement. Et le dernier point, ce qui est intéressant de faire, c'est de savoir exactement l'état de notre infrastructure, le système d'information. Essayer de cartographier quelles machines sont utilisées avec quel logiciel, quelle version, tout simplement pour savoir à quel niveau on se situe en termes de mise à jour. Philippe, on est d'accord que, finalement, même nos numéros de téléphone peuvent être hackés, puisque, souvent maintenant la téléphonie même, non pas mobile, hein, mais de l'entreprise et passe souvent par, enfin d'ailleurs peut-être exclusivement, je suis peut-être dans les siècles passés maintenant, mais, sur internet, donc j'imagine en tout cas que même la téléphonie peut être touchée. Tout à fait. Et la téléphonie, et puis vous allez voir, Free a été victime d'une attaque avec non seulement le numéro de téléphone, mais aussi l'IBAN qui a été récupéré et qui a permis justement à différents hackers d'avoir accès à des numéros de téléphone et de faire un phishing, donc vous appelez en se faisant passer pour un conseiller bancaire. Donc c'est tout à fait un des vecteurs qui est à considérer. D'accord.
Quatrième règle, on va essayer d'éviter les comportements à risque. On va essayer de réfléchir avant de cliquer, hein. Et puis, quand on reçoit un mail, vérifier que l'on connaît bien l'émetteur, passer au-dessus du lien qui nous est mis pour s'assurer que le lien qui est affiché est bien celui sur lequel on va cliquer. Éviter de cliquer sur les pièces jointes, surtout si on ne connaît pas l'émetteur. Les clés USB inconnues, on va essayer de ne pas les brancher sur son ordinateur parce qu'elles sont potentiellement infectées. Et on va essayer de séparer les usages privés, les usages professionnels. Un petit cas assez intéressant et sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ces réseaux publics, souvent que l'on a quand on est en itinérance, où on se connecte à des réseaux publics. Et il y a une attaque qui s'appelle le Evil Twin Network, qui consiste à mimer un réseau public avec un petit cadenas ouvert et se faire passer pour le réseau de l'hôtel dans lequel on est. Mais en fait, c'est un hacker qui a pris le SSID de ce réseau et qui finalement va se retrouver à écouter tout votre trafic et pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut avec vous. Donc, soyez vigilants avec les réseaux publics. Cinquième règle, et c'est la réponse au ransomware, Émilie, la question que tu posais. Ce qui va nous permettre de nous prémunir de tout ça, c'est de mettre en place des sauvegardes régulières, planifiées, adaptées à nos besoins, que ce soit sur des ordinateurs ou des disques durs externes ou dans le cloud. D'une façon générale, on va essayer d'avoir ces sauvegardes qui soient délocalisées de notre infrastructure et qui soient protégées. Il ne s'agit pas d'avoir tous ces sauvegardes dans un seul et même lieu. Si jamais le feu prend ou quoi que ce soit arrive, ça serait dommage. Donc, on va essayer de les dupliquer. Et puis, le dernier point, c'est on va les tester, ces sauvegardes, parce que ce n'est pas au moment où on en a besoin qu'on s'aperçoit que la sauvegarde n'a pas marché. Moi, ça m'est arrivé au niveau professionnel. On avait des sauvegardes sur bande et à un moment, on s'est retrouvé à avoir un problème technique. Et là, quand on a voulu récupérer, on s'est aperçu que la sauvegarde était blanche. Donc là, on a perdu 2 semaines de travail. Je peux vous dire qu'à partir de là, on a commencé à vraiment tester régulièrement le mode de sauvegarde qu'on avait mis en place. La dernière règle de cyberhygiène, c'est de mettre en place des garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi? C'est restreindre l'accès à Internet. Les collaborateurs n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à tout Internet. Au même titre, ils n'ont pas besoin d'avoir le droit administrateur sur leur machine. Si c'est un responsable des ventes, il n'a pas besoin d'être administrateur sur sa machine. En limitant ses droits, si d'aventure son compte est piraté, on limitera les impacts. On va sécuriser notre accès Wi-Fi. Bien évidemment, on va essayer de verrouiller tous les ports USB pour éviter d'avoir cette facilité de brancher une clé USB et d'infecter une machine. On va privilégier l'utilisation d'un réseau virtuel privé qui va encrypter les données et donc sécuriser un minimum toutes les interactions qu'il va y avoir en intra-entreprise. Et si vous en avez la possibilité, utilisez ce qu'on appelle une authentification forte qui va se substituer à votre mot de passe statique, un mot de passe qui va être dynamique, qui va changer en fonction du temps ou d'un événement et qui va permettre d'éviter les mauvaises surprises. Voilà ces 6 règles d'hygiène. Je suis désolé, j'accélère parce que je vois le temps qui court et puis j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ce qui est important, c'est de travailler cette cyber-résilience au travers de cette cyber-hygiène. Cette cyber-résilience, c'est cette capacité que l'on va avoir à maintenir une activité, même si on est victime d'une cyberattaque. Donc, la question à vous poser, c'est pas savoir si vous allez être victime d'une cyberattaque, mais plutôt quand et surtout si vous y êtes préparé. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire si d'aventure je me retrouve avec mon téléphone qui est inaccessible, mon ordinateur ou mes fichiers qui sont inaccessibles pendant 2 jours? Est-ce que j'y suis préparé? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Et qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, pour ça, il s'agit de réfléchir à un plan de préparation. Donc, la première étape consiste à établir un diagnostic pour établir cette maturité cyber. Et là, on peut faire appel à des experts, à des auditeurs. Autour de ça, on va pouvoir réfléchir à comment renforcer la sécurité de l'entreprise et définir un plan d'action. Et également définir un plan de continuité. Que faire si jamais je suis victime? Sur quoi je me tourne si d'aventure je n'ai plus accès à mes fichiers, à mes données, à mes ordinateurs? Et tout ça,
vous avez des acteurs ici que je vous ai mis, BPI France, qui met à votre disposition un expert un cyber et qui prend 50% du coût de l'audit. Il y a cybermalveillance.gouv qui vous explique pas mal de choses que je vous ai balayées assez rapidement aujourd'hui. Et puis, on a cert.ssi.gouv qui met à jour régulièrement toutes les alertes de sécurité qu'il peut y avoir suivant les différents outils que vous utilisez. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais que faire quand ça nous arrive? Alors la première étape, c'est on ne va pas paniquer. Hein. Si vous êtes avec des outils et des machines qui sont pilotées, on va éviter le risque, donc on va essayer de sécuriser et évacuer. On va éviter d'éteindre la machine qui est infectée parce que potentiellement on pourrait perdre des informations précieuses. On va éviter de contacter, de répondre au contact des hackers. Hein, souvenez-vous du ransomware. On va alerter non seulement en interne, mais aussi en externe. Externe, c'est à la fois les autorités, parce qu'elles vont être là pour vous accompagner si vous ne savez pas quoi faire, et puis parler à vos clients, à vos fournisseurs, à vos prestataires. Banques, assureurs, certaines assurances assurent contre ce genre de mauvaises surprises. Et une fois qu'on aura mis en place ces deux éléments, on va pouvoir commencer à réfléchir à déclencher ce fameux plan d'action et de continuité, identifier la source et les dégâts qu'on a subis, avoir les bons experts à nos côtés pour pouvoir reprendre progressivement sur surveillance l'activité. Quand on reprend trop tôt, souvent, on se retrouve à devoir refaire machine arrière parce qu'on a le virus qui est toujours actif. Donc, pas de précipitation. Alors, les principes de sécurité, je martèle, hein, mais la confidentialité, hein, on ne va pas donner son mot de passe à ses collaborateurs, à tout le monde. Faire en sorte d'être sûr que nos données sont disponibles 24 heures sur 24, quoi qu'il nous arrive, et qu'elles sont intègres, et que l'authenticité des personnes avec qui on va interagir et les personnes qui sont présentes autour de nous. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent au niveau technique. Hein. On en a parlé, des pare-feux, des antivirus, des systèmes de prévention pour éviter ces attaques de déni de service, notamment, des contrôles d'accès avec du multifactor authentication. On peut crypter nos données. Il y a également les mesures organisationnelles. Tout ce qui touche à la politique de sécurité est formé, sensibilisé par rapport à cette cyberhygiène et bien évidemment, essayer de réfléchir à ce plan de réponse aux incidents et à tout ce qui touche autour de tout ça. Très rapidement, les menaces à venir. On a parlé de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a de plus en plus d'attaques qui sont présentes avec des volumes de plus en plus importants. Hein. Je vous ai parlé de Free, de Schneider Electric qui s'est fait hacker à plusieurs reprises. Tout ça est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle qui permet de mettre en place des malwares très facilement. Et on voit une recrudescence Corée du Nord, Russie, qui augmente notamment au niveau de ces green hats, ces hackers en herbe juniors qui s'appuient sur un chat GPT ou un Claude pour pouvoir créer des attaques de plus en plus évoluées, de plus en plus fines, de plus en plus personnalisées, notamment avec des deepfakes ou des arnaques qui sont vraiment personnalisées, hein, qui connaissent bien votre activité, qui vous êtes, ce que vous faites, parce qu'ils ont écouté tout ce qui s'est passé et agrégé toutes ces informations en utilisant l'IA. L'autre tendance est que les hackers commencent à se concentrer sur tout ce qui touche aux modèles et aux infrastructures de données, de façon à faire en sorte que les modèles de LLM commencent à donner des réponses erronées et créer des fuites de données. Récemment, c'était la semaine dernière, il y a eu un acte de cyberespionnage qui a été orchestré par l'IA. Claude Anthropic a été utilisé pour voler des identifiants. Alors, c'était un groupuscule soutenu par le gouvernement chinois. La partie humaine, c'était uniquement la cible, la sélection des cibles, et puis après, tout ce qui touchait à la reconnaissance des infrastructures, des vulnérabilités et la récupération des outils a été orchestré et automatisé en utilisant Claude IA et un agentique mis à leur disposition. Plus d'une trentaine de banques, gouvernements ont été touchés. Anthropic a bien réagi puisqu'elle a bloqué les comptes, elle a informé
les entités qui ont été concernées et alerté les autorités en renforçant son système de sécurité. Mais c'est ce genre d'attaque qu'on va voir naître de plus en plus facilement parce que l'intelligence artificielle permet de faire des choses qui nécessitaient un niveau d'expertise qui aujourd'hui est accessible à tous. Alors bien évidemment, tout n'est pas noir. Il y a des entreprises comme Yes We Act qui proposent des experts en cybersécurité et qui vient de lever plus d'une vingtaine de millions de dollars pour solliciter des hackers éthiques, les white hats, à accompagner les entreprises et les aider à renforcer leur système de cybersécurité. Des grands acteurs comme Google également sont extrêmement actifs à ce niveau-là avec différents projets. Petit point d'arrêt sur la société Sophos, qui est beaucoup plus agressif parce qu'elle a tendance à mettre en place des activités qui sont très... elle va attaquer les hackers avec leur propre système. Et donc, je vous laisse libre à penser à ce que vous voulez par rapport à cette façon de faire. Dernier point, je voudrais vous parler vite fait de tout ce que l'ordinateur quantique met en balance aujourd'hui. Vous connaissez tous ce petit cadenas vert que nous avons devant nos sites qui sécurise le SSL, le HTTPS. Ces algorithmes sont des algorithmes type RSA, CDC, Electric Curve, etc., qui sont sécurisés avec une certaine force ou des algorithmes de hachage qui nous permet de nous identifier. Eh bien, il y a l'algorithme de Shor qui est aujourd'hui cassé parce que l'ordinateur quantique est capable de faire suffisamment d'opérations pour pouvoir casser tout cela. Mais pas de panique, on a déjà un algorithme qui est suffisamment puissant pour pouvoir répondre à la puissance de calcul de l'ordinateur quantique. C'est le Kyber qui a été validé par le National Institute of Standard and Technology, qui va nécessiter bien évidemment pas mal de modifications au niveau de toute la sphère de ce cyberespace, mais la solution technique et mathématique existe déjà. On a encore un petit peu de temps devant nous, hein, on est à échéance 5 ou 10 ans. Voilà, je suis désolé, j'ai été beaucoup plus vite, mais je voyais l'heure tourner et je voulais rester avec quelques minutes si vous aviez des questions. Émilie, tu es mute, Émilie? Pardon. Oui, j'avais mis mute justement pour ne pas déranger, pendant que Laurent est en train de taper peut-être d'autres de nos auditeurs qui nous ont rejoints. Eh beh, c'est vrai que c'est inquiétant, mais c'est aussi rassurant de se dire qu'on finalement on a la main, quand même. Mais ça nécessite quand même une réflexion qui va d'ailleurs au-delà même de l'entreprise. C'est une réflexion même très personnelle. Et c'est vrai que moi j'ai moi-même dans mon entourage des personnes qui sont expertes en IT. Alors je sais c'est très général et ça ne veut pas dire grand-chose, mais je suis profane donc je l'assume. Et qui en effet n'ont aucune vie sur les réseaux. Et ça, je l'avais en effet remarqué. Et je lis le message en effet de Laurent qui nous remercie, enfin qui te remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante et très bien structurée. Merci, Laurent. Je dois malheureusement vous quitter. Merci beaucoup Laurent. Bon après-midi. Mais donc, en effet, ce que j'en comprends, c'est que ça va bien au-delà du seul collectif ou de l'entreprise. C'est finalement avoir une hygiène même personnelle par rapport à cela, puisque je crois que nous sommes plutôt très rares et c'est plutôt un aspect générationnel et encore à ne pas avoir de téléphone ou à ne pas avoir de connectique. Mais on est sur des questions de société finalement et de l'avenir même qu'on se propose. Et il y a beaucoup d'aspects et politique aussi derrière tout ça, géopolitique. Mais ça donne le tournis, en effet. Absolument. Et si vous devez retenir qu'un seul point, c'est cette fameuse cyberhygiène. Vous avez vu, c'est des règles qui sont extrêmement simples à mettre en place et qu'on peut mettre au niveau personnel ou au niveau professionnel, hein. La formation, vous l'avez eue aujourd'hui. Les mots de passe, je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous gérez vos mots de passe. Ces fameuses mises à jour et puis ce comportement. Les sauvegardes, faites des sauvegardes régulièrement, personnelles ou professionnelles. Au niveau de l'IFG, je sais que ça, c'est parfaitement géré. Pareil au niveau des garde-fous. Si vous avez des collaborateurs, évitez de partager vos mots de passe et puis de leur donner accès à tout ce qu'ils peuvent avoir accès en termes de comptes administrateurs sur leur machine. C'est des règles de base faciles à mettre en œuvre et qui peuvent vous sauver énormément de temps et d'argent.
et qui sait la vie, parce que quand j'entends, quelque part l'usurpation d'identité, c'est un sacré sujet qui poursuit, les personnes, donc c'est vrai Tout que à fait, bah, merci. tout à fait, tout à fait. Merci Philippe. Un dernier mot de la fin peut-être, et puis comme ça on pourra se quitter sur ce dernier mot. Je préfère justement t'en laisser l'honneur. Moi je dirais simplement en notre nom à tous et toutes, merci beaucoup. Et donc Philippe, un mot de la fin par rapport à tout cela. Oui, j'espère que vous avez retenu, l'essentiel. J'ai voulu couvrir beaucoup, beaucoup d'aspects, mais le sujet est assez vaste. On n'en est qu'au début. L'intelligence artificielle est en train de redistribuer, tout ce qui se passe au niveau du paysage et cyberbruit, cyberespace, tout comme l'ordinateur quantique. Soyez vigilants sur ce que vous, racontez, à votre sujet sur les réseaux sociaux parce que c'est autant d'éléments qu'un hacker va pouvoir prendre en compte. Soyez vigilants quand vous recevez des mails, quand vous recevez des appels téléphoniques, et puis faites des sauvegardes régulières, et puis essayez de sensibiliser autour de vous, hein, votre famille, vos collaborateurs, et puis si vous voulez qu'on refasse quelque chose avec un petit peu plus de temps pour aller un petit peu plus dans le détail et prendre un petit peu plus de temps, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, cette sensibilisation, c'est 1 heure et demie en entreprise qui peut réellement changer la donne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Émilie et merci à l'IFG de m'avoir donné l'opportunité de partager ces informations. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.